Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents à ce webinaire que nous allons consacrer à tout ce qui est schéma hydraulique autour de la PAC hybride collective. Donc, nous allons à peu près consacrer 1 heure à ce webinaire, 45 minutes à peu près d'intervention, et après, pendant un quart d'heure, on pourra essayer de répondre aux questions. Nous sommes Karim et Olivier. Travaille tous les deux chez Cegibat. On est sur le marché tertiaire, si on veut être précis, mais que les gens du logement ne fuient pas tout de suite, parce que tout ce qu'on va raconter concerne tout ce qui est aussi chaufferie collective. Donc, ça s'adresse aussi bien au logement qu'au tertiaire, mais au logement en chauffage collectif. Alors, vous avez la possibilité pendant ce webinaire de poser vos questions dans le chat de Webikeo. On a inséré sur les différents schémas qu'on va vous proposer des petits numéros. Donc, si votre question est précise sur un schéma donné, merci d'insérer le petit numéro du schéma sélectionné. Comme ça, ce sera plus facile pour nous pour y répondre. On a deux collègues en régie qui s'appellent Pierre et Vincent et qui sont là pour répondre à certaines questions en live et qui donc vont répondre directement à vos questions. Mais sinon, on va répondre à quelques questions à la fin, comme je l'ai déjà dit. Et avec Karim, on s'engage à répondre à toutes vos questions un peu plus tard, au moment de l'accès au replay de ce webinaire, donc sur la page web du site Cegibat. Ah, donc c'est à moi. Bonjour à tous. Donc Karim, merci à tous de vous être inscrits si nombreux aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons décrire ce qu'est une PAC hybride. Alors, une PAC hybride, en fait, c'est la combinaison de deux technologies, une petite PAC et une chaudière. Et à ces deux technologies s'ajoute une régulation. Cette régulation va permettre de piloter ces deux technologies. Cette PAC hybride, elle peut, en fonction des cas, répondre à des besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou bien des deux. Et elle peut également faire du froid. Cette PAC, on peut la retrouver en monobloc ou en bibloc. Elle peut, en fonction des dimensionnements et de la modulation, s'installer seule ou en cascade. Donc, en fonction des configurations au collectif, on va retrouver à l'extérieur plusieurs unités extérieures qui vont constituer une cascade de PAC. Ou bien, lorsqu'on est en chaufferie, on va retrouver aussi des configurations où on va avoir plusieurs chaudières et des fois même les deux, plusieurs PAC en cascade et plusieurs chaudières en cascade qui vont fonctionner seules ou simultanément. Également, c'est l'intérêt de la PAC hybride, c'est la PAC peut s'installer sur une installation où on a déjà une chaudière existante. Donc, on va avoir une chaudière qui est existante, qui est assez récente, qui est à condensation, et on va venir rajouter une petite pompe à chaleur. Et donc, l'intérêt de cette PAC hybride, c'est qu'elle va pouvoir aussi s'installer en rénovation de chaufferie existante, toujours avec cette régulation qui va piloter les deux technologies. Et enfin, pour revenir sur cette régulation, elle a plusieurs intérêts puisqu'elle est un peu le chef d'orchestre du pilotage des deux technologies. Elle va permettre de déterminer le meilleur mode de fonctionnement pour ces deux configurations, pour ces deux solutions, pardon. Et puis, elle va permettre de faire fonctionner soit la PAC seule, soit la chaudière seule, soit les deux technologies simultanément en fonction des besoins. Voilà en quelques mots ce qu'est une PAC hybride. Et si on regarde un peu plus en détail de quoi a besoin la PAC hybride pour bien fonctionner, en fait, il y a trois critères indispensables au bon fonctionnement de la PAC hybride. Ces trois critères fonctionnent ensemble, c'est-à-dire qu'on va avoir tout d'abord un besoin de débit minimum à assurer au niveau du condenseur de la pompe à chaleur, puisque pour pouvoir éviter que la pompe à chaleur ne tombe en défaut, il lui faut un débit minimum à assurer tout au long de sa période de fonctionnement. Donc, c'est pour éviter ce qu'on appelle les courts cycles. Le deuxième intérêt, qui se combine au premier, qui est le volume et le débit, donc l'inertie nécessaire au fonctionnement de la PAC, c'est la température d'eau, puisqu'on va avoir besoin d'une température d'eau d'entrée au condenseur suffisamment froide pour favoriser la condensation du fluide frigorigène qui se trouve à l'intérieur de la pompe à chaleur et donc capter un maximum de calories donc pour pouvoir favoriser la performance de la machine. Et enfin, comme je le disais, comme je le décrivais au départ, la pompe à chaleur hybride, c'est une petite PAC. Donc, on va avoir une petite PAC avec une capacité de modulation intéressante pour des petites puissances, pour de faibles besoins thermiques, mais qui va justement pouvoir moduler en augmentant sa puissance. Mais lorsqu'elle va se retrouver un peu limitée pour des très gros besoins, eh ben, elle va être aidée par cette fameuse chaudière très haute performance énergétique. Donc, si on regarde côté chaudière très haute performance énergétique, on a les mêmes critères qui sont un peu plus ou moins préjudiciables pour la technologie. Pour la pompe à chaleur, le volume et en tout cas le débit minimum va, comme je le disais, entraîner la possibilité de court cycle. Pour la chaudière, on va aussi avoir une possibilité de cyclage si on a un débit, si on n'a pas le débit minimum au niveau de la chaudière, mais bon, c'est un peu moins préjudiciable pour la chaudière pour les courts cycles.
Deuxième point, pardon, c'est la température d'eau. On est en présence d'une chaudière très haute performance énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire, une chaudière très haute performance énergétique? C'est-à-dire qu'elle a une capacité de modulation intéressante. C'est une chaudière à condensation. Donc, de la même façon, on va pouvoir aller capter les calories des fumées par la récupération de chaleur latente contenue dans les fumées. Et donc, il lui faudra pour cela une température d'eau froide pour aller capter cette énergie. Et enfin, comme je le disais, étant donné que c'est une chaudière très haute performance énergétique, elle a une capacité de modulation. Aujourd'hui, on est sur des capacités de modulation de 10% à 100% pour des chaudières très haute performance énergétique, pour pouvoir répondre aussi bien aux besoins faibles qu'aux besoins importants. Donc, l'intérêt, c'est qu'on a une petite PAC pour les besoins très faibles, et puis on a une chaudière très haute performance énergétique pour les besoins plus conséquents. Et, ou bien les deux technologies en même temps, comme je le disais. Donc voilà quelques raisons, en tout cas plusieurs raisons de choisir cette PAC hybride. La première, c'est la disponibilité, puisqu'aujourd'hui, on a un grand nombre de fabricants qui proposent une offre de PAC hybride à la vente. Le deuxième, c'est qu'on a un dimensionnement qui répond aux exigences actuelles et à venir, hein, en termes de réglementation, aussi bien RE 2020 que décret tertiaire, hein. Aujourd'hui, on parle de PAC hybride dans le collectif. En termes de souplesse, quels que soient les besoins thermiques et le niveau de température, en fait, la PAC hybride va s'adapter aux émetteurs en place. Je le décrivais tout à l'heure, la PAC hybride peut s'installer également en rénovation de chaufferies existantes. Donc, on peut imaginer dans un bâtiment dans lequel on aurait eu un dimensionnement d'émetteurs haute température, mettre une PAC hybride pour pouvoir, justement, lorsque les températures sont froides, assurer les besoins thermiques grâce à la combinaison de ces deux technologies. C'était également une solution économique, parce que comme je le décrivais, la petite PAC, on parlait de petite PAC, cette petite PAC va permettre d'investir de manière moins importante sur la partie pompe à chaleur. Donc ça, on a un investissement maîtrisé grâce au dimensionnement optimisé de ces deux technologies, petite PAC et chaudière. C'est également la possibilité de réguler le fonctionnement des deux technologies en fonction du coût des énergies. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait un système de régulation qui était le chef d'orchestre. Ce système de régulation, il a plusieurs modes de pilotage. Parmi ces modes de pilotage, il en existe selon le coût des énergies, même si aujourd'hui, ce n'est pas très diffusé. En tout cas, c'est des choses vers lesquelles, c'est des modes de régulation vers lesquels nous nous tournons. C'est un système écologique, puisque c'est donc la couverture thermique, donc les besoins thermiques sont en grande partie assurés par une énergie électrique peu carbonée, par la pompe à chaleur. Et lorsqu'on va avoir des besoins plus importants de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, eh ben, on va avoir une chaudière qui est déjà compatible avec un gaz renouvelable qui est produit sur le territoire français. C'est une solution performante, puisqu'en fait, on est face à deux technologies performantes, une petite PAC avec de très bonnes performances et une chaudière à condensation avec des très bonnes performances également. C'est une solution flexible, puisqu'elle pourra participer à réduire la pointe sur le réseau électrique en tension. Ce qui se passera, c'est qu'on effacera la partie électrique et puis on mettra la chaudière en fonctionnement de façon à conserver un niveau de confort suffisant chez les clients. Et puis enfin, et c'est là tout l'objet de notre webinaire, c'est une solution qui est facile à installer, c'est ce que nous allons essayer de vous prouver, puisque l'équipement s'implante facilement, à condition de tenir de règles simples que nous allons vous décrire dès à présent, d'abord avec Olivier, puis après avec moi. Donc au niveau du plan que nous envisageons de vous présenter, on va d'abord parler de l'eau chaude sanitaire seule en première partie. En deuxième partie, on va parler du chauffage seul. En troisième partie, on va complexifier en mettant chauffage et eau chaude sanitaire. Et en partie 4, on va aborder quelques cas particuliers dans lesquels la PAC hybride est aussi très pertinente. Olivier, je te laisse la main. Alors oui, on va parler maintenant de pack hybride en ECS uniquement. Donc sur ce slide suivant, vous voyez en fait les différentes façons de produire de l'eau chaude sanitaire, donc les différentes façons qui existent sur le marché et qui s'installent couramment. Donc la première qui est en haut à gauche, c'est la production via un échangeur à plaques et un ballon de stockage d'eau chaude sanitaire, donc échangeur à plaques et stockage d'eau chaude sanitaire, avec la possibilité de faire ce qu'on faisait d'habitude, donc du semi-accumulé, du semi-instantané, etc. C'est ce qu'on retrouve le plus principalement en chaufferie. Celle du milieu, c'est la même chose avec ce coup-ci un échangeur intégré au ballon, donc un échangeur boudin intégré au ballon. Et celle de droite, c'est toujours un ballon avec échangeur, mais ce coup-ci, l'eau froide sanitaire circule à l'intérieur de l'échangeur. Donc, ce sont des ballons qu'on retrouve en général, ça, sur des installations qu'on retrouvait sur les installations de type solaire. Donc, la différence entre les deux schémas, c'est que dans le cas de droite, c'est l'eau chaude sanitaire, enfin, c'est l'eau froide sanitaire qui vient circuler et se réchauffer en passant dans le serpentin du ballon. Enfin, la quatrième solution qui est représentée en bas, c'est la solution en stockage primaire ou en eau morte. Elle a différents petits noms, en fait, cette solution. Là, on a un ballon donc d'eau morte ou d'eau technique
derrière un échangeur et cet échangeur va faire en fait de l'eau chaude sanitaire instantanée. En passant dans l'échangeur, l'eau froide sanitaire va directement être chauffée à des températures d'eau chaude sanitaire, donc autour de 55 et 60 degrés. Donc c'est une solution qui est très prisée par les gens du domaine de la santé, etc., parce qu'elle ne présente aucun stockage d'eau chaude sanitaire. C'est donc de l'eau chaude sanitaire instantanée. Slide suivant. Bah, Ah, peut-être parler un peu des. ah oui, ah oui, alors vous avez aussi sur ce schéma les différentes façons de représenter les circulateurs, les vannes proportionnelles, l'échangeur à plaques, qui vont pouvoir vous aider à comprendre en fait les schémas qui vont suivre. Donc le schéma numéro un, c'est le premier schéma en ECS seul. C'est le but du jeu, c'est de travailler avec les températures les plus froides possibles. Donc la PAC, elle intervient en préchauffage de l'eau chaude sanitaire. Donc elle est reliée un échangeur ici, un échangeur avec un ballon avec échangeur intégré, pardon, et on va faire du préchauffage de l'eau chaude sanitaire jusqu'à 40 degrés par exemple, ce qui permet de rester avec une PAC basse température. On constatera que derrière, oui, on a un second ballon qui, lui, on va l'appeler le ballon 2CS, qui lui est relié à la chaudière par une production qu'on a vue tout à l'heure, échangeur à plaque plus ballon d'eau chaude sanitaire. Donc la chaudière va avoir pour mission de faire deux choses. Un, finir de chauffer l'eau chaude sanitaire, donc de 40 à 60 degrés, et en même temps de compenser tout ce qui est dû aux pertes de bouclage, parce que le bouclage intervient dans ce ballon-là, toujours de manière à rester avec une PAC basse température. Petite attention particulière sur deux choses. Un, le nombre de sondes sur les ballons. On en a mis deux. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, entre guillemets, dans les chaufferies, mais c'est quelque chose qui nous semble performant. Deux sondes sur le ballon, une en haut, une en bas. La première sert à déclencher l'appareil qui va produire donc soit l'eau chaude sanitaire, soit l'eau préchauffée. C'est celle qui enclenche ce mode. Et la deuxième, celle qui est en bas, c'est celle qui va l'arrêter. Donc, on demande à la PAC, par exemple, de produire du 40 degrés. La sonde du bas va arrêter la PAC quand en bas du ballon, on va avoir du 40 degrés, de manière à ce que le ballon soit complètement chargé. C'est la même logique pour ce qui est ballon de CS lié à la chaudière, sauf que ce coup-ci, la température, c'est 60 degrés, et c'est à 60 degrés seulement que la chaudière va s'arrêter. On pourra insister aussi sur le nombre de plaques de l'échangeur, on y reviendra par la suite. Le but d'avoir un grand nombre de plaques, c'est de favoriser un très fort échange, de manière à revenir avec les températures les plus froides possibles, y compris sur la chaudière. Le slide suivant, c'est exactement la même chose. Tu peux revenir au slide précédent. Regardez juste la production de préchauffage ECS. La seule chose qui a changé, c'est qu'on a changé donc de mode de préchauffage. Ce coup-ci, on a un préchauffage avec un échangeur à plaques et un ballon de stockage. Donc, on va venir préchauffer ce qu'on va pouvoir appeler de l'eau tiède à l'intérieur de ce ballon. Et ce coup-ci, la PAC, elle est raccordée à un échangeur à plaques. Il y a toujours deux sondes sur chaque ballon. Et donc, toujours pareil, même remarque sur le nombre de plaques sur l'échangeur, mettre un grand nombre de plaques sur l'échangeur à plaques qui est relié à la pompe à chaleur, de manière à ce que quand elle est en train de capter de l'eau froide sanitaire sur l'échangeur et qu'elle doit la produire à 40 degrés, on ait donc un retour le plus froid possible vers la pompe à chaleur. Donc, l'idée là, c'est bien de faire du préchauffage de l'eau chaude sanitaire de manière à travailler avec les températures les plus froides possibles. Le troisième schéma, schéma numéro 3, si vous avez des questions à poser dessus. On est toujours en préchauffage de l'eau froide sanitaire, donc on travaille toujours au plus froid de l'installation. Mais ce coup-ci, c'est la circulation de l'eau dans l'échangeur du ballon. Donc c'est une installation qui est poussée par l'eau de ville. Euh, c'est la surface d'échange en fait dans ce ballon qui va déterminer entre guillemets, le degré de préchauffage de l'eau chaude sanitaire qu'on va pouvoir faire. C'est la solution la plus simple à installer. Là, il n'y a pas d'échangeur. On a moins de pompes qu'avec l'échangeur, le ballon avec échangeur intégré. On a un échangeur aussi à plaque de moins. Par contre, ce sont des ballons qu'on utilisait plutôt dans les installations solaires. Donc, c'est des ballons plutôt volumineux. Donc, ça nécessite un peu plus peut-être de place en chaufferie que les autres solutions. Mais en tous les cas, techniquement, c'est la plus simple à mettre en œuvre. Le schéma numéro 4, c'est la version en stockage primaire où ce coup-ci, on ne fait pas de stockage, on fait zéro stockage. Donc, on va avoir un premier échangeur qui va préchauffer l'eau jusqu'à 45 degrés. On est toujours en préchauffage en fait, de l'eau chaude sanitaire. Et derrière, on va passer dans un deuxième échangeur pour produire l'eau à 60 degrés. Pourquoi deux échangeurs? Parce que ça permet, le ballon de stockage primaire lié à la chaudière, lui, en général, ce ballon-là, il évolue à des températures élevées. Il évolue non, c'est l'autre. Il Ah, évolue pardon. entre 80 et 60 degrés. Et donc là, nous, on va faire évoluer la PAC sur des températures plus basses. C'est pour ça qu'il y a un deuxième ballon de stockage primaire que lui, on va maintenir autour de 45 degrés de manière à rester sur des PAC basse température. Et au lieu de faire travailler la PAC entre 60 et 80 degrés, ce qui aurait nécessité une PAC haute température.
Donc on aurait pu imaginer autre chose, une installation avec un seul ballon. Là, la grosse différence de cette solution, c'est qu'il y a zéro stockage d'eau chaude sanitaire, zéro stockage d'eau tiède. Donc, pour se prémunir de risques légionnels, c'est une solution, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est souvent plébiscitée par les gens du monde de la santé. Cinquième schéma, le cinquième schéma, c'est le schéma avec ballon d'énergie. Donc, un ballon d'énergie sur lequel sont raccordés les deux générateurs sur le même ballon, la chaudière et la pompe à chaleur. Donc là, le but de ce ballon, c'est d'avoir un volume suffisamment important pour assurer une bonne stratification dans ce ballon, de manière à ce que la PAC travaille aux températures les plus froides possibles. On a mis des températures ici, 15 degrés, 50 degrés, 80 degrés. Derrière cette installation, on a une production d'eau chaude sanitaire avec un échangeur à plaques et un ballon de stockage de chaude sanitaire. Et vous remarquerez une 23 voies qui va réorienter à différents niveaux du ballon, la 23 voies qui est blanche, voilà, qui, à différents niveaux du ballon, la température de retour de cet échangeur, deux possibilités. Soit on revient froid, et dans ces cas-là, on va en bas de ballon, soit on revient plus chaud, et dans ces cas-là, on va au milieu de ballon. Quand on revient froid, ça veut dire qu'on est en train de produire de l'eau chaude sanitaire, donc on arrive de l'autre côté de l'échangeur à aspirer de l'eau froide sanitaire. Il y a un petit peu d'eau froide sanitaire qui est en bas de ballon, donc on aspire de l'eau froide sanitaire et on la produit à 50, 60 degrés, à 60 degrés. Et donc, on a un retour froid, comme on a mis un échangeur avec un grand nombre de plaques. Comme on aspire du 10 degrés de l'autre côté, ici, on va avoir un retour autour de 15 degrés à peu près, si on mis un grand nombre de plaques pour faire un fort échange. Et dans ces cas-là, on va être orienté vers le bas du ballon. Alors que si on est en compensation des pertes de bouclage, là, la chaudière et la PAC, elles ont une autre mission, c'est-à-dire de combattre une eau qui revient à 51, 52 degrés du bouclage pour la remonter à 60. Et dans ces cas-là, ben, même si on a mis un grand nombre de plaques, le retour sera plus chaud. Et dans ces cas-là, on l'oriente vers le milieu du ballon d'eau chaude sanitaire. Le but Et, du jeu, c'est de rester basse température, toujours, donc de pouvoir avoir une PAC qui puisse travailler avec des températures basses. Donc ici, on a symbolisé 15 degrés, et un ballon de taille suffisante pour assurer cette stratification et rester donc sur une PAC basse température. et Olivier, donc c'est aussi pour ça le choix des piquages sur le ballon pour les deux technologies, la pompe à chaleur et Oui. la chaudière? Ah oui, la pompe à chaleur est raccordée en bas parce qu'en théorie, enfin en théorie, non, faut que ça marche, hein. Les températures les plus froides doivent être en bas et les températures les plus chaudes doivent être en haut. C'est pour ça que la chaudière est raccordée en haut du ballon d'énergie. Le but de ce système, bon dimensionnement de ce ballon, parce qu'il ne faut pas que la chaudière mange la PAC. Si ce ballon devient très chaud à cause d'une intervention de la chaudière, eh ben la pompe à chaleur va aspirer une température chaude, et donc elle va se dire, bah, j'ai fait mon boulot, et donc du coup, elle va se mettre à l'arrêt. C'est le risque avec ce type de montage, c'est que la chaudière, entre guillemets, mange la pompe à chaleur. D'accord. Voilà ce qu'on peut retenir sur l'eau chaude sanitaire. Le but du jeu, donc, c'est de la faire fonctionner en préchauffage, au plus froid en fait de l'installation. Et le plus froid d'une installation d'eau chaude, c'est l'eau froide sanitaire. Donc, on intervient en préchauffage. Le but du jeu, c'est de rester avec une PAC basse température. Et chaque générateur reste à sa juste place. Donc, l'un pour produire de la moyenne basse température, donc la pompe à chaleur, et l'autre pour s'assurer la haute température, donc tout ce qui est bouclage, etc. On va maintenant passer à quelques schémas en chauffage seul, et pour cela, je repasse la main à Karim. Ok. Merci Olivier. Donc on en vient de balayer plusieurs schémas en configuration eau chaude sanitaire. Maintenant, on va passer sur la configuration chauffage seul. On va montrer qu'également la PAC hybride a aussi un intérêt sur la production de chauffage seul, donc en hybridation totale du chauffage. Donc c'est le premier schéma qu'on a souhaité vous présenter, c'est celui-ci. Donc dans ce schéma, on va retrouver notre pompe à chaleur et notre chaudière, et on va avoir deux réseaux de chauffage. Donc, lorsqu'on voit ces deux réseaux de chauffage, c'est à peu près les mêmes émetteurs qu'on a dans les logements ou dans le bâtiment qui est chauffé par cette pompe à chaleur hybride. Sauf que là, vous voyez une petite pompe, une petite 23 voies. Et cette 23 voies, en fait, elle va avoir un rôle, c'est-à-dire que comme on a une chaudière et une pompe à chaleur qui répondent à une loi d'eau, cette loi d'eau, elle va être déterminée pour les besoins thermiques les plus défavorables, donc sur le réseau de chauffage 1, mais on va supposer que le réseau de chauffage 2, lui, soit orienté sud, donc avec des besoins thermiques un peu moins élevés. Et dans ces cas-là, pour éviter d'envoyer de l'eau trop chaude, on va mettre une 23 voies de régulation. Donc ça, c'est l'intérêt, quelque part,
de cette vanne 3 voies de régulation qui va s'ouvrir et se fermer en fonction d'une mesure de température qui est faite en aval du départ chauffage. Donc ça, c'est pour vous expliquer un peu comment fonctionne le réseau de chauffage. Une fois qu'on a expliqué ça, alors comment ça s'insère la pompe à chaleur, la pompe à chaleur sur le circuit, sur ce circuit de chauffage là. En fait, on voit on a deux collecteurs de chauffage, mais on rajoute un collecteur ici. Alors, ce collecteur qui est rajouté ici, c'est un collecteur qui va permettre quelque part, qui va permettre le découplage. Il va permettre le découplage hydraulique des réseaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un circuit de radiateurs qui était sur les réseaux de chauffage qui fonctionne avec un certain delta de température, hein. On va supposer qu'il fonctionne sur un delta de température de 20 degrés. La pompe à chaleur, elle, fonctionnant sur un delta de température qui serait de 5 degrés, on va avoir des incompatibilités de débit pour une même puissance, pour un même besoin thermique ici. On va avoir des incompatibilités de débit entre les réseaux de chauffage 1 et 2 et puis ce que peut produire la pompe à chaleur. Donc, on va découpler les réseaux. On va les découpler avec ce collecteur qui va permettre justement de dissocier le débit du circuit pompe à chaleur du circuit radiateur. Ça, c'est le premier point. Quand on regarde également ce circuit-là, on constate que la pompe à chaleur hybride, la pompe à chaleur de la partie pack hybride, est raccordée sur le retour. Et comme on peut le constater, c'est un peu comme pour l'eau chaude sanitaire. On cherche des endroits où l'eau est la plus froide possible. Et donc, l'endroit où l'eau est la plus froide possible, c'est en retour de nos réseaux de chauffage. Donc, on va avoir tous nos retours qui vont arriver sur ce collecteur. Donc, c'est le premier critère que j'indiquais tout à l'heure, l'histoire du débit minimum et l'histoire de volume d'eau nécessaire pour pouvoir aller irriguer la pompe à chaleur. La pompe à chaleur va aller puiser dans le collecteur le débit dont elle a besoin pour pouvoir fonctionner. Et donc, elle va prélever une eau la plus froide possible, hein, c'est la plus froide entre guillemets, puisqu'elle revient du circuit de chauffage, mais c'est la plus froide du circuit. Et elle va venir, ça va lui permettre d'avoir des meilleures performances. Et donc, elle va réchauffer cette eau. Et en fonction des besoins des besoins de chauffage. Si cette eau est suffisamment chaude, eh ben, elle va passer par la chaudière et puis sans que la chaudière se mette en route. Si les besoins de chauffage ne sont pas suffisamment chauds, si les besoins de chauffage sont plus importants, et ben là, la chaudière va se mettre en route pour assurer le complément. Donc, dans tous les cas, l'eau repasse par la chaudière. On est sur des faibles volumes d'eau dans les chaudières, des corps de chauffe avec faible volume d'eau, donc bon, l'inertie est moins importante que sur les anciennes chaudières. Deuxième configuration, alors il faut reprendre la configuration que je viens de présenter juste précédemment où on avait un collecteur. Sur cette deuxième configuration qui nous plaît davantage, on est sur un ballon d'inertie. Donc le ballon d'inertie, il va avoir la même fonction que celle que je présentais avec le collecteur qui permet le découplage, mais il va en avoir davantage des fonctions. Sa première fonction, bah, ça va être le découplage hydraulique, hein. Comme je le disais tout à l'heure, on est sur des débits qui sont différents sur nos réseaux de chauffage qui peuvent être différents sur nos réseaux de chauffage et sur notre réseau pompe à chaleur. Donc, on va dissocier les réseaux. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est une histoire de débit minimum. On en parlait tout à l'heure. On a une pompe à chaleur qui a besoin de fonctionner le plus longtemps possible pour pouvoir bénéficier de ses performances. Il faut qu'elle fonctionne suffisamment longtemps pour avoir ce qu'on appelle un taux de couverture intéressant et un COP intéressant. Et donc, on va dimensionner un ballon qui va, en plus de faire du découplage hydraulique, va permettre d'éviter les courts cycles au niveau de la pompe à chaleur. On a souvent des pompes à chaleur qui ont des sécurités sur le fonctionnement court cycle. On entend souvent parler de temps minimum de fonctionnement de 6 minutes, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas démarrer en dessous de 6 minutes, la pompe à chaleur de marche arrêt. Donc, pour éviter les courts cycles, eh ben, on va dimensionner ce ballon d'inertie. Et puis, le troisième intérêt, c'est qu'on a un volume tampon d'eau chaude qui va permettre d'alimenter nos réseaux de chauffage. Donc là, notre pompe à chaleur va faire le préchauffage de la même manière que pour le schéma précédent. Et puis en fonction des besoins, si soit l'eau chaude, soit les besoins sont importants, auquel cas mon eau va aller directement dans la chaudière pour être réchauffée et envoyée sur les réseaux les réseaux de chauffage, soit j'ai suffisamment d'eau et dans ces cas-là, ma 23 voies qui est ici va s'ouvrir et donc je ne vais pas passer par la chaudière et je vais passer par cette 23 voies. Donc je vais ajuster la quantité d'eau qui va passer dans ma chaudière ou qui va passer directement sur mes réseaux en fonction des besoins thermiques. Donc, on a un peu une 23 voies qui a le même rôle que celle que je décrivais sur le premier réseau de chauffage, sur la slide précédente avec l'histoire du réseau de chauffage qui est orienté sud. Troisième schéma que l'on propose. Alors, toujours la même chose, toujours la même chose. Toujours le besoin de ces critères de température d'eau froide sur nos technologies pour pouvoir bénéficier des meilleures performances.
un volume suffisant pour pouvoir éviter les courts cycles, le découplage hydraulique. Et puis en plus de ça, là, on est sur une configuration simple, puisqu'on va mettre un très gros ballon, un gros ballon d'énergie. Donc il nous faut de la place en chaufferie, un gros ballon d'énergie dans lequel on va assurer une certaine stratification dans ce ballon. C'est pour cette raison qu'on va raccorder notre partie thermodynamique pompe à chaleur sur la partie basse du ballon, puisque elle va venir prélever l'eau froide sur la partie basse du ballon. Et puis l'eau un peu plus chaude pourra aller sur la chaudière pour aller alimenter nos différents réseaux de chauffage. Et donc, on va avoir un circuit simple à utiliser, à installer, puisqu'on a uniquement un ballon et puis deux circulateurs et puis notre production. Et puis, on va aller délivrer de l'énergie thermique sur nos deux réseaux de chauffage. Donc, c'est une troisième configuration possible que l'on peut retrouver. Bon, il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais voilà, trois configurations qui nous semblaient intéressantes. Bon, je n'ai pas parlé de cet élément, hein, c'est justement la fameuse loi d'eau, la loi d'eau qui va permettre, en fonction de la température extérieure, d'adapter la température de départ de nos technologies. On l'a mis sur les différentes configurations, hein, c'est un élément de régulation de notre pack hybride qui est important et qui est intéressant pour pouvoir continuer à bénéficier de retours froids en mi-saison pour pouvoir avoir de bonnes performances de pack et de chaudière. Voilà pour quelques schémas de chauffage seul. Et donc, si on devait retenir deux messages à passer sur la partie production de chauffage, d'hybridation de chauffage seul, eh ben, tout d'abord, le premier, c'est d'éviter de passer sous le débit de seuil minimum, hein, ce dont on parlait tout à l'heure, éviter cette histoire de court cycle sur les pompes à chaleur pour pouvoir prolonger le temps de fonctionnement et avoir un taux de couverture de la pompe à chaleur qui soit intéressant. Et puis le deuxième, c'est de rester sur des températures d'entrée dans la PAC les plus froides possibles, comme ce dont on parlait sur l'eau chaude sanitaire pour avoir les meilleurs COP. Voilà, et puis on va complexifier et passer maintenant au chauffage et aux chaudes sanitaires. Et pour ça, je laisse Olivier prendre la main. Merci Karim. Donc voilà, présentation du schéma numéro 9. Donc c'est l'addition d'un chauffage seul et de l'addition d'une des solutions ECS qu'on vous a présentées tout à l'heure. Donc ici, on est toujours schéma valable si on est avec deux réseaux de chauffage régulés. On verra tout à l'heure dans les cas particuliers, qu'est-ce qu'on fait quand on a un réseau de chauffage haute température. Là, on a deux réseaux de chauffage régulés, donc on a des réseaux de chauffage qui évoluent à des températures relativement basses, 60-40 à peu près sur une loi d'eau radiateur. On a toujours un préchauffage de l'eau chaude sanitaire dans un ballon où l'eau chaude sanitaire, enfin l'eau froide sanitaire circule dans le serpentin du ballon, donc elle est poussée par l'eau de ville. La PAC ne va puiser que son débit nominal via la pompe à l'intérieur de ce ballon. Et il y a un point d'attention qui est important, c'est la taille du ballon, j'en ai pas parlé, parce que ce coup-ci, on fait deux choses en même temps. Donc la taille du ballon de CS qui est liée à la chaudière. On a différentes options là-dessus, soit du semi-accumulé, soit du semi-instantané. En tous les cas, il faut un ballon où la chaudière ne va pas se mettre en route trop souvent pour combattre les pertes de bouclage. Parce que quand la chaudière va se mettre en route dans ces moments-là, elle va monter en température, donc elle va générer une température importante, ce qui va avoir pour effet en arrivant dans les réseaux de chauffage que les 23 voies des deux réseaux de chauffage vont se mettre à faire recirculer du retour chauffage dans le départ chauffage de manière à maintenir des températures basses dans les réseaux de chauffage. Donc en fait, ça va avoir pour effet de faire chuter le débit qui revient vers la pompe à chaleur. C'est ici, hein, c'est bien là que ça se C'est passe. ici, c'est ces 23 voies-là qui D'accord, vont donc recirculer du retour vers le départ comme chauffage. ça. Et donc, du coup, en dessous de cette vanne, sur le retour, on aura beaucoup moins de débit qui va revenir vers la pompe à chaleur. Beaucoup moins de débit à ce niveau-là, Ah ouais, parce que d'accord. la chaudière s'est mise en route pour combattre les pertes de bouclage, où elle est en mode de production d'eau chaude sanitaire, et elle est donc montée assez haut en température. Donc, les 23 voies, comme je l'ai dit, sont fermées. Donc, si ce mode-là s'enclenche, ce que j'ai l'habitude de dire, tous les petits moments, moins on aura de débit qui va revenir vers la PAC. Donc le risque, en fait, c'est celui-là. Donc il faut que la chaudière puisse, le ballon de stockage d'eau chaude sanitaire Bien. puisse évoluer tout seul sans que le générateur se mette en route un temps important, de manière à laisser toute l'installation, entre guillemets, plus en mode chauffage, et donc à permettre donc des températures froides qui reviennent à la pompe à chaleur, toujours dans le but de rester avec une pompe à chaleur basse température. D'accord. Donc là, la difficulté finalement, c'est de combiner un réseau de chauffage qui a une certaine température avec une production d'eau chaude sanitaire un peu haute température. C'est ça la C'est ça, difficulté. c'est la conclusion qu'on va voir tout à l'heure. Ce qu'il faut éviter Ah, quand on fait du chauffage et de l'eau chaude sanitaire, c'est que l'eau chaude sanitaire vienne trop perturber
tout le bénéfice qu'on aurait pu avoir sur le chauffage. D'accord, ok. Schéma numéro 10, euh, c'est la... Schéma numéro 10, c'est celui-là, oui, d'accord. Ouais. Oui, on a installé ce coup-ci, c'est la même chose que le schéma numéro 9. Donc, on a les mêmes ingrédients que sur le schéma numéro 9, sauf qu'on a ajouté la 23 voies en plein centre, 23 voies dont vient de parler Karim. Cette 23 voies, elle a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de faire circuler directement dans les réseaux de chauffage l'eau chaude issue de la PAC, si la puissance est suffisante et si le débit est suffisant, ou faire en sorte à ce que la chaudière vienne apporter le complément de chaleur qui est nécessaire. Dans ces cas-là, on ira recirculer par la chaudière pour que la chaudière apporte le complément de chaleur. Donc cette 23 voies qui est là, elle joue exactement le même rôle que les 23 voies qui sont sur le réseau de chauffage. Donc admettons qu'on a un réseau de chauffage nord et un réseau de chauffage sud, on aurait pu se permettre de supprimer une de ces deux 23 voies-là, parce que cette vanne en plein centre joue exactement le même rôle. Euh, et tout le débit de chauffage aussi, tout le débit de retour chauffage passe par la pompe à chaleur. Le schéma numéro 11, c'est le schéma avec ballon d'énergie, où c'est la même chose, hein, c'est l'addition d'un chauffage, d'un schéma ballon énergie chauffage seul avec l'association d'un schéma ballon énergie eau chaude sanitaire seul. Donc, on va retrouver nos deux réseaux de chauffage régulés, toujours pour rester basse température, notre production d'eau chaude sanitaire avec un échangeur à plaques et un ballon d'eau chaude sanitaire. On aurait pu avoir d'autres productions d'eau chaude sanitaire. On aurait pu avoir l'échangeur intégré, comme on a vu tout à l'heure. On aurait pu avoir tout ça. Euh, et on retrouve donc la fameuse 23 voies qui est là pour orienter le retour de l'échangeur au chaude sanitaire. Donc si on est en train de combattre du 10 degrés, eh ben, on va plutôt en bas de ballon. Et si on est en train de combattre le 50 degrés de retour de boucle, eh ben, dans ces cas-là, on revient en milieu de ballon. Donc là, il y a deux points à bien prendre en compte là-dedans, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, la taille de ce ballon pour assurer une bonne stratification dans celui-ci, faire en sorte qu'on soit basse température en bas pour que la pompe à chaleur basse température puisse bien fonctionner. L'autre point de vigilance, c'est l'ordre des piquages du côté droit du ballon. Donc en haut, tout ce qui est du plus chaud au plus froid en fait, hein. Donc le plus chaud, c'est la production d'eau chaude sanitaire. Ensuite intervient le départ chauffage, on est toujours sur des lois d'eau régulées hein, quand on est sur le départ chauffage. On est toujours sur deux départs chauffage régulés. Il n'y a pas une sous-station qui se promène quelque part, ni une CTA. On est vraiment sur deux départs radiateurs par exemple, ou un radiateur, un plancher chauffant. Et en dessous, on va retrouver donc le retour d'eau chaude sanitaire dite haute température quand on combat les pertes de bouclage. Et puis sur les deux piquages du bas, le retour chauffage et le retour pareil, de production d'eau chaude quand on est en train de combattre du 10 degrés. Donc deux points de vigilance, le volume de ce ballon pour assurer la stratification, afin que la chaudière, ce que j'ai dit tout à l'heure, ne mange pas la pompe à chaleur, et l'ordre des piquages sur ce ballon. Et même remarque, si le ballon d'eau chaude sanitaire est trop petit, eh ben, la chaudière va devoir se mettre en route régulièrement pour aller combattre les pertes de bouclage. Donc, elle va produire eau en température et cette haute température va faire en sorte que les 23 voies des réseaux de chauffage vont recirculer, vont refaire recirculer du retour chauffage dans le départ chauffage. Donc, il y aura donc moins de débit froid qui va arriver en bas de ce ballon d'énergie. Et Ouais. ce débit froid qui est la bonne chose, entre guillemets, pour que la pompe à chaleur fonctionne bien à des COP intéressants. Donc, la conclusion sur le chauffage et l'eau chaude sanitaire, c'est les mêmes conclusions que l'eau chaude sanitaire, c'est les mêmes conclusions que le chauffage, mais il faut essayer de faire en sorte et de s'assurer que la production d'eau chaude sanitaire ne vienne pas complètement perturber tout ce qu'on a réussi à faire en mode chauffage. C'est ça qu'il faut avoir en tête et c'est là-dessus qu'il faut être vigilant. On va maintenant voir quelques cas particuliers. Je vais repasser la main à Karim pour les premiers et je reprendrai la main pour les suivants. Ok. Alors, pour ces cas particuliers, en fait, l'intérêt, c'est de montrer que l'hybridation, des fois, n'est pas pertinente pour hybrider tout un réseau dans sa totalité et qu'il peut être pertinent d'hybrider qu'une partie
du réseau. Et donc, ici, le premier schéma qu'on va vous présenter, c'est une hybridation eau chaude sanitaire, mais hybridation eau chaude sanitaire partielle, puisque finalement, sur cette hybridation d'eau chaude sanitaire, là, on est sur une installation où on a notre pack hybride, on a un échangeur, on a notre ballon d'eau chaude sanitaire, et puis on va venir hybrider non pas la production d'eau chaude sanitaire, mais on va venir hybrider le bouclage. Alors, l'intérêt de ça, alors pourquoi on va venir hybrider le bouclage? Déjà, le fait d'hybrider le bouclage nous impose une température de retour de 50 degrés en tout point du réseau de bouclage. Donc, déjà, à partir du moment où on sait qu'on doit être au-dessus de 50 degrés, ça va imposer quelque part, ou en tout cas, ça va mettre, oui, ça va nous obliger à mettre une pompe à chaleur haute température sur ce type de réseau, puisque il faut être en permanence au-dessus de 50 degrés. Il est préférable de s'orienter vers une pompe à chaleur haute température, bien qu'aujourd'hui les basses températures on puisse arriver, on puisse affleurer, voire dépasser légèrement les 50 degrés avec les basses températures, mais on privilégiera les hautes températures. Et donc, on va venir réchauffer en permanence ce bouclage, le bouclage qui peut représenter 50% des déperditions pour les besoins d'eau chaude sanitaire. Et ce bouclage va être assuré grâce à cette pompe à chaleur qui va uniquement se rehausser la température pour bénéficier de cette température supérieure à 50 degrés en tout point de ce bouclage. Pour la partie production d'eau chaude sanitaire, c'est une partie qu'on a pu déjà vous présenter avec la chaudière, l'échangeur et puis le ballon chaude sanitaire euh, côté secondaire. Donc ça, c'est pour le premier schéma. Un autre type de configuration d'hybridation partielle sur le bouclage encore. Alors là, on est exactement sur le même type de configuration avec une pompe à chaleur qui serait une pompe à chaleur haute température de préférence, qui va permettre de chauffer au-dessus de 50 degrés. Et là, la différence qu'on a, c'est qu'on est avec un ballon d'eau chaude technique qui se trouve en chaufferie avec notre échangeur à plaques. Je ferai la même remarque qu'a fait Olivier, l'échangeur à plaques avec un grand nombre de plaques pour avoir un écart de température au niveau de l'échangeur entre le départ et le retour qui soit suffisamment important, parce que là, l'intérêt pour nous, c'est pas pour le COP de la PAC, mais c'est pour la condensation de la chaudière. Donc, plus on va avoir des retours froids sur la chaudière, plus on va pouvoir condenser sur la chaudière et avoir le bénéfice d'une chaudière très haute performance qui va être maximisée. Voilà pour les deux circuits un peu qui sortent un peu cas particuliers. Et je laisse Olivier continuer sur les cas particuliers avec d'autres configurations hydrauliques. Alors, le dernier cas particulier qu'on présente sur le bouclage, c'est ce que vous a présenté Karim tout à l'heure, donc une PAC raccordée sur le bouclage, mais sur le retour de boucle en fait. Mais ce coup-ci, on va demander à deux choses à la pompe à chaleur. Vous voyez elle a pour mission de compenser les pertes de bouclage, c'est le raccordement du haut, mais en même temps, elle fait du préchauffage de l'eau froide sanitaire. Elle fait donc les deux. Donc, elle va faire du préchauffage de l'eau froide sanitaire avant de rentrer dans le ballon de CS lié à la chaudière et en même temps combattre les pertes de bouclage. Donc là, le ballon d'inertie, il va naviguer autour de 55 degrés environ. Donc, on est plus sur une PAC haute température. 55 degrés pour rehausser le 51-52 degrés qui revient des pertes de bouclage. Donc, c'est ça sa fonction. Et en même temps, par circulation dans le serpentin du ballon poussé par l'eau de ville, on va faire un préchauffage de l'eau froide sanitaire. Donc, deux points d'intention là-dessus. Comme on est sur de la plus haute température, Karim l'a un peu dit, mais il nous faut une PAC qui est capable d'avoir des bons coefficients de performance, des bons COP à ce niveau de température, et ce, quelles que soient les températures extérieures. Donc, il nous faut une PAC avec des COP intéressants autour de 50-55 degrés quelle que soit la température extérieure. Et deux, le second point, c'est le fonctionnement 24-24, parce que le bouclage tourne tout le temps, 24 heures sur 24. Et donc, 24 heures sur 24, il y aura un besoin qui sera demandé donc à la pompe à chaleur. Slide suivant, on rentre ce coup-ci dans l'hybridation partielle. On est dans une configuration où on a une installation de chauffage et d'eau chaude, avec une eau chaude sanitaire, avec échangeur à plaques et ballon d'eau chaude sanitaire. On l'a déjà présenté tout à l'heure. Mais ce coup-ci, on fait le choix, en fait, c'est un choix qui est fait de n'hybrider que le chauffage. On va donc hybrider que le réseau de chauffage avec la pompe à chaleur. Et la pompe à chaleur, on ne lui demande pas d'intervenir sur l'eau chaude sanitaire. Sur l'eau chaude sanitaire, c'est la chaudière qui fait tout. Donc, on a un piquage qui a lieu sur le réseau de chauffage et qui se fait avant la 23 voies
de manière à profiter de l'intégralité du débit. Nous, on appelle ça de l'hybridation partielle à débit constant. Pourquoi à débit constant? Parce que ici, on va profiter de l'intégralité du retour du débit de chauffage, alors que si on s'était raccordé après la 23 voies, donc tu peux descendre un tout petit peu le pointeur pour être après la 23 voies, donc Ici. voilà, par ici, par exemple, eh bien, on aurait eu un débit variable, parce qu'en effet, comme on l'a vu tout à l'heure, quand la chaudière se met en route pour faire de l'eau chaude sanitaire ou combattre les pertes de bouclage, elle monte en température, et donc du coup, il y aurait eu recirculation par cette 23 voies, retour vers le départ chauffage, et donc beaucoup moins de débit qui serait revenu à la pompe à chaleur. Donc, on se raccorde avant la 23 voies de manière à profiter du débit constant. C'est la même chose que ce qu'on va vous présenter sur le schéma numéro 16. Schéma numéro 16, alors, celui-là, c'est sans doute celui qui reflète le mieux la philosophie qu'on se fait à Cegibat des installations hybrides. Ce coup-ci, c'est le schéma où on a un réseau haute température et un réseau basse température. Alors, le réseau haute température, ça peut être l'alimentation d'une CTA, une sous-station dans le bâtiment qui est au fond de la cour, ce genre de choses. Mais on a de la haute température constante tout l'hiver. Et donc là, ben, on fait le choix de ne pas hybrider ce réseau. On ne va venir hybrider en chauffage que l'autre réseau. Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, on se raccorde avant la 23 voies pour bénéficier du débit constant. Donc, c'est encore une hybridation partielle à débit constant, partielle du chauffage. Euh, Pourquoi pas après la 23 voies? Parce que ce coup-ci, on avait deux raisons d'avoir beaucoup moins de débit si on s'était raccordé après la 23 voies. Deux raisons, c'est le départ de CS, comme on a vu tout à l'heure, mais aussi le départ haute température, qui fait que la 23 voies sur le réseau de chauffage régulé, elle recycle en permanence, en fait. Donc, on se place avant cette 23 voies pour profiter de tout le débit, et on fait du préchauffage de l'eau froide sanitaire avec un ballon échangeur. Ballon échangeur plutôt qu'un échangeur à plaque parce que ça fait une pompe de moins. Donc, c'est simplicité hydraulique. Donc, préchauffage de l'eau froide sanitaire avant de rentrer dans le ballon d'eau chaude sanitaire relié à la chaudière. Et donc, un ballon d'inertie aussi à la PAC, ce qui fait deux ballons quand même à installer en chaufferie. Donc, on peut avoir peut-être une problématique de place. Mais en tous les cas, ce schéma, c'est celui qui illustre le mieux la philosophie qu'on peut se faire de l'hybride. On hybride que les réseaux intéressants, là où la PAC sera performante, là où du coup elle va pouvoir agir longtemps avec un très bon coefficient de performance, et en travaillant sur le plus froid de l'installation, c'est-à-dire le retour chauffage avant la 23 voies débit constant et l'eau froide sanitaire en termes de préchauffage pour rester à les températures les plus froides possibles. Et parce que plus les températures sont froides, plus le COP de la PAC est performant. Voilà, on a fini en gros ce qu'on voulait présenter sur les schémas. Donc en conclusion, Karim, je te laisse conclure. Oui, bah merci Olivier. Donc pour conclure, voilà, vous avez pu avoir un échantillon un peu de schéma hydraulique dans différents types de configurations, hein. On voit que la PAC hybride finalement s'adapte à plein de configurations différentes. On a vu en eau chaude sanitaire seule, en chauffage seul, en eau chaude plus chauffage, et puis on a vu aussi des cas particuliers, puisque voilà, dans certains cas de figure, l'hybridation partielle est aussi intéressante. Donc, si on devait conclure sur cette présentation, on constate que finalement, les règles de vigilance pour que ça fonctionne bien, on constate que plus l'écart de température en fait, entre la source froide et le fluide à chauffer est important, plus le COP sera affecté. On l'a vu en eau chaude sanitaire, mais on l'a vu aussi en chauffage. Donc, en eau chaude sanitaire, par exemple, la PAC, on a vu qu'il était préférable de l'utiliser pour faire du préchauffage, puisque là, en faisant du préchauffage, on va bénéficier de retour froid sur la PAC et donc de bons COP. En chauffage, eh ben, on va privilégier le raccordement de la PAC sur les retours froids, hein, des réseaux de chauffage pour avoir, en s'assurant bien sûr d'avoir un débit minimum. On le montrait tout à l'heure avec les cas particuliers, hein, le piquage avant la 23 voies pour bénéficier du, du débit maximum vers la pompe à chaleur pour éviter qu'elle ne s'arrête, pour avoir les meilleurs taux de couverture et les meilleurs COP. En chauffage et en eau chaude sanitaire, ben, le volume d'eau du ballon de la PAC, pardon, il doit être conséquent pour ne pas perturber son fonctionnement, hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure lorsqu'on est en chauffage et en eau chaude sanitaire, étant donné qu'on est sur des régimes de température qui sont différents avec des régimes de température assez élevés sur l'eau chaude sanitaire. Si on commence à avoir des petits volumes de ballon, eh ben, on risque de ne pas faire fonctionner suffisamment longtemps la PAC, donc d'avoir peut-être des bons COP, mais pas des bons taux de couverture. Et donc, c'est la combinaison des deux qui permet d'avoir des systèmes performants. Euh, on a vu également que l'hybridation partielle des circuits, elle peut être privilégiée dans certains cas.
On l'a vu en chauffage. En chauffage, on a une hybridation d'une partie des circuits de chauffage, puisque quand on a par exemple un réseau central de traitement d'air avec une température élevée toute l'année, eh ben, c'est pas toujours intéressant de raccorder une PAC hybride sur ce type de réseau puisque les retours sont chauds et donc la PAC n'aura pas les meilleurs COP. Et là, je vous renvoie sur le premier point que je donne en conclusion. Et puis en eau chaude sanitaire et en fonction des technologies, la pompe à chaleur de la PAC hybride peut également assurer le maintien de température du bouclage eau chaude sanitaire avec les PAC haute température notamment. Un autre point qu'on a essayé de mettre en avant au travers de notre présentation, c'est la simplicité du schéma hydraulique. On a vu qu'il fallait, quand on présentait des schémas hydrauliques avec un ballon avec échangeur immergé, l'intérêt, c'était de se dire, bon, ça aurait pu marcher avec une autre configuration, mais avec échangeur immergé, on limitait le nombre de composants à mettre en place, on limitait le nombre de vannes, le nombre de pompes. Et sur le terrain, pour faciliter la vie des installateurs, il faut essayer d'aller vers des solutions les plus simples possibles en termes de composants sur le circuit et également en termes de régulation à programmer. Et enfin, une fois qu'on a dit ça, qu'on a montré les schémas et pour que ça fonctionne bien, il faudra à chaque fois faire une analyse fonctionnelle pour balayer l'ensemble des scénarios de fonctionnement, chauffage seul, chauffage plus eau chaude sanitaire. Pour un même schéma hydraulique, on va balayer plusieurs configurations de fonctionnement pour pouvoir adapter la régulation en balayant tous les scénarios possibles. Donc voilà en quelques points ce qu'on peut dire en conclusion de ce webinaire. Euh, pour aller un peu plus loin, si j'espère que ça vous aura intéressé, et pour aller un peu plus loin, nous sommes en train de monter une académie PAC hybride qui va arriver en 2025. Cette académie PAC hybride aura pour plusieurs objectifs, hein. On va de nouveau travailler sur les schémas hydrauliques, mais on va essayer d'aller plus loin avec CJBAT sur le sujet de la PAC hybride en abordant plusieurs thématiques. La thématique de la réglementation, la thématique de la régulation, la thématique du dimensionnement de la PAC hybride. Et puis, donc, on va pouvoir balayer en fait tout ce qui nous permet d'avoir une pompe à chaleur hybride qui fonctionne bien sur le terrain. À qui s'adressera cette académie PAC hybride? Elle s'adressera à tous les acteurs qui touchent de près ou de loin cette technologie. Donc, les installateurs, les fabricants, les bureaux d'études, comment dire, les exploitants de chaufferie. Donc, toutes ces personnes-là peuvent être intéressées, ou je suis sûr qu'elles seront intéressées par cette académie PAC hybride. Donc, si vous êtes intéressé par cette académie, n'hésitez pas à nous envoyer votre contact à l'adresse que vous voyez ci-dessous, là, c'est jbat.grdf.fr pour prétendre à cette formation. Donc voilà, je ne sais pas si Olivier, tu avais des choses à dire pour conclure. Olivier. Non, 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 c'est que vous avez la possibilité en fait de vous inscrire via ce mail générique à l'académie. Il y a pas de souci. En fait, j'ai eu un blanc parce que je suis déjà en train de regarder entre guillemets les questions. Ah, ok, d'accord. Il y en a une qui est intéressante, enfin qui n'est pas une question, mais qui est quelque chose que m'ont fait remonter Vincent et Pierre, que je remercie de leur participation et d'avoir répondu en live. Ils ont répondu en live à pas mal de questions. Et il y en a une qui nous fait remonter, qui est qu'il y a pas mal de questions sur des projets spécifiques, des projets donnés sur une D'accord. solution entre guillemets complètement particulière. Et donc là, la réponse à apporter, c'est il y a des I2E en fait en région, des ingénieurs Ah oui. efficacité énergétique. En général, vous les connaissez. Si vous les connaissez pas, revenez vers nous, vers cette adresse générique et on vous orientera vers la bonne personne. Pour tout ce qui est question sur des projets concrets, sur des schémas vraiment, questions pointues sur votre schéma à vous, on vous conseille de vous rapprocher des ingénieurs efficacité énergétique en région pour essayer de répondre à votre problématique. S'ils y arrivent, tant mieux. S'ils n'y arrivent pas, ils remonteront vers nous, vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai une question. Peut-on imaginer une chaudière biomasse dans une installation hybride? Alors, il y a deux façons de répondre. Un, tous les schémas qu'on vous a présentés peuvent être faits avec une chaudière biomasse, hein, c'est possible. Le but du jeu, c'est d'avoir un générateur capable de faire de la haute température derrière. Donc là, c'était bien évidemment avec une chaudière gaz. Nous, on est GRDF, hein. Et on aurait pu imaginer un autre type de générateur, pourquoi pas du bois. Ensuite, il y a une autre façon. L'hybride, ce n'est pas que de la pompe à chaleur et de la chaudière. L'hybride, ça pourrait aussi très bien être une installation bois-gaz. Euh, Installation bois-gaz, comme il s'en fait déjà depuis des années. Je ne sais pas si tu as vu, toi, une autre question, Karim.
Bah, moi, j'en vois une, là, la différence entre les schémas. Alors, c'est vrai qu'on a balayé plusieurs schémas hydrauliques, hein. On a balayé 16. Il y en a une multitude, il y en a une infinité finalement de schémas hydrauliques. Et la question, c'était la différence entre ces schémas hydrauliques reste purement technique, ou y a-t-il un gain en efficacité énergétique et quel est alors le schéma à retenir? En fait, tout à l'heure, en balayant les schémas, on a un peu dit, pour certains d'entre eux, ceux que l'on trouvait les plus intéressants. Mais ce qui va permettre de dire quel est le schéma à retenir, c'est plutôt vis-à-vis des points qu'on mentionnait, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une installation fonctionne bien. Donc, la difficulté lorsqu'on a une PAC hybride qui va alimenter aussi bien un réseau de chauffage qu'un réseau d'eau chaude sanitaire, c'est ce qu'on disait, c'est cette histoire de régime de température qui n'est pas le même et donc le risque d'avoir des températures trop chaudes qui viennent sur la PAC. Donc l'idée, c'est quel que soit le schéma, hein, la philosophie, elle reste, comment dire, elle reste la même, quel que soit le schéma. Lorsqu'on va avoir deux circuits avec un circuit qui est régulé puis un circuit haute température, et ben là, on va préférer aller hybrider qu'une seule partie du schéma. Pourquoi? Parce que, comme on le disait, ben, on va avoir la possibilité sur un schéma, sur un circuit qui est régulé, d'avoir en plus cette fameuse loi d'eau. Et donc, lorsqu'on va avoir en mi-saison ou au début de la saison de chauffe des températures douces, on va avoir des retours qui vont être très, très compatibles avec de bonnes compétences, de bonnes performances, pardon, et de bons COP de la PAC. Donc, c'est vraiment c'est ça qui va faire la différence. C'est vraiment ces régimes de température, ce travail sur le maximum de débit à basse température à ramener sur nos technologies qui va faire la différence. Donc, il y a pas on a des schémas qui nous plaisent comme celui-ci, comme une hybridation chauffage-sol. Hein. Une hybridation chauffage-sol, bah, si on a deux circuits de radiateurs, bah, pourquoi pas l'hybrider, ça a du sens parce que justement, en mi-saison également, on va avoir des retours froids, on va pouvoir avoir une PAC dimensionnée de manière pertinente, technico-économique, technique et économique intéressante pour avoir de bonnes performances. Donc voilà, c'est un peu, il y a il y a plein de schémas là-dedans que l'on trouve intéressants, mais c'est vraiment cette analyse fonctionnelle qui va nous permettre de dire, ben, ici, ça vaut le coup d'hybrider, mais que cette partie du schéma hydraulique. Donc j'espère que je réponds à la question. Reste sur le schéma 16, parce qu'il y en a une spécifique à ce schéma. On Oui, pourrait fusionner le ballon de la PAC avec le ballon de préchauffage ECS, point d'interrogation, et mettre le ballon à serpentin. Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu ça. On a différentes productions d'ECS en fait qui sont possibles. Et donc sur ce schéma-là, on aurait très bien pu imaginer, oui, fusionner les deux ballons et d'avoir l'eau froide sanitaire qui circule à l'intérieur de l'échangeur du ballon euh, et que ce soit entre guillemets le même ballon. Donc on n'est qu'un seul ballon à intégrer en chaufferie. L'eau froide sanitaire se fait préchauffer en circulant dans le serpentin du ballon. Le ballon, lui, est le ballon d'inertie de la pompe à chaleur, ce qui aurait fait qu'un seul ballon à mettre en place en chaufferie. alors, Ensuite, il y a des ah, questions qui sont arrivées, j'en fais deux. Hein. Donc, je suis d'accord, vas-y, désolé de vas-y. te griller la priorité. Pas de Il y problème, a des comme questions ça me sur la laisse le temps. condensation de la chaudière. Si tu peux réafficher peut-être un schéma au chauffage seul ou chauffage ECS, comme tu veux. La Chauffage question, seul. c'est la condensation, pas un ballon d'énergie, si possible. Voilà, celui-là, par exemple. La question, c'est la condensation de la chaudière. C'est que, elle est apparue sur plusieurs schémas. C'est avec des schémas de ce type-là, la condensation de la chaudière, entre guillemets, se fait pénaliser. Bah oui, faut se dire les choses. On demande à la PAC de faire du préchauffage, donc du départ chauffage. Donc le retour le plus froid de l'installation, il va pas revenir sur le condenseur de la chaudière, il va aller vers la pompe à chaleur. Et la pompe à chaleur, on lui demande de réchauffer ce retour froid. Et donc, c'est un retour réchauffé, dans le meilleur des cas, qui arrivera à la chaudière. Et donc, effectivement, on fait que ce type d'installation-là, on vient de freiner tout ce qui est condensation de la chaudière. Voilà, il faut se dire les choses. Alors, schéma 12. Schéma 12, tac, tac, tac. Est-ce vraiment intéressant du point de vue de la performance? Alors, sur ce schéma, Olivier, on avait parlé tout à l'heure, sur ce type de configuration, étant donné qu'il faut être au-dessus de 50 degrés sur le bouclage et Mhm. que ce qui permet d'avantager le COP d'une PAC, c'est cet écart entre la source froide et la source chaude. On est sur une source froide à température, donc la température extérieure, qu'on doit monter à plus de 50 degrés. Ça va dire, quelque part, ça va impacter le COP. Ça va impacter le COP de l'installation. Oui. Après, aujourd'hui, les fabricants proposent, en tout cas dans leur doc technique, lorsqu'on lit les performances de PAC à des régimes de température comme ceux-là, on a des choses qui peuvent être intéressantes.
Donc, à confirmer par, par des mesures. Nous, c'est des choses sur lesquelles on travaille également, hein. On instrumente certains sites. Et donc, pourquoi pas un jour instrumenter ce type de configuration pour en voir les bénéfices. Mais c'était une façon de montrer que tout, il était pertinent dans certains cas d'hybrider qu'une partie de l'installation. Mais voilà, après, ça reste à confirmer, hein, ça reste à confirmer par des mesures notamment. Oui, puis il y a différents types de packs qui existent, des packs au R32, des packs au R290, où aujourd'hui Mhm. on arrive à monter plus haut en température avec s'assurer qu'on a à ces températures-là, quelles que soient les températures extérieures, des COP intéressants. Ou sinon, on Mhm. peut aussi très bien avoir une régulation. Tu as dit qu'il y avait différents modes de régulation possibles, c'est-à-dire faire fonctionner la PAC sur un schéma comme celui-là jusqu'à une certaine température extérieure, et puis à un moment donné l'arrêter. Ça, c'est aussi des choses qui sont possibles de Mhm. faire parce que le rendement de la chaudière est devenu meilleur que le COP de la PAC, par exemple, ou en termes de régulation en prix des énergies, le COP de la chaudière vient de passer en dessous du rapport entre le prix de l'élec sur le prix du gaz. Donc dans ces cas-là, il est plus intéressant économiquement de fonctionner avec la chaudière, et donc dans ces cas-là, on met la PAC à l'arrêt. Ouais. Et dans ce cas-là, donc ce sera la chaudière qui chauffera le bouclage, notamment. Alors, Pierre et Vincent, il faut remonter qu'on a pas mal de questions sur le rafraîchissement de la PAC hybride. La PAC hybride en rafraîchissement, quel schéma? Là, effectivement, il y a des schémas existent. On n'en a pas présenté ici. On a privilégié ici le fonctionnement chaud seul, donc ECS seul, ECS seul ou chauffage ECS. On publiera, malheureusement, on n'a pas de schéma à vous présenter ici tout de suite en live sur des solutions de rafraîchissement. Et donc, on publiera ça sur notre site internet. Je vous invite donc à consulter régulièrement le site internet de CJBAT où on mettra rapidement des choses en ligne sur tout ce qui est schéma, chauffage et rafraîchissement. Et puis, on a également pas mal de questions sur le dimensionnement du ballon. On Ah, savait qu'on allait l'avoir, on cette savait qu'on allait question, l'avoir, celle-là. puisqu'on n'arrêtait pas de dire que, bon, on n'a pas arrêté de dire pendant le webinaire qu'il fallait un ballon de gros volume. Mais qu'est-ce que ça veut dire un gros volume? Pour ces questions-là, on vous demande quoi? On se rapprochera du fabricant, hein, des préconisations du fabricant notamment, euh, pour le dimensionnement de ce ballon. C'est le ballon d'inertie dont on parle ou le ballon d'énergie? Alors, Il y a de tout. je pense qu'il y a de Tu fais tout. le Je ballon pense qu'il y a de d'inertie, je tout. fais le ballon d'énergie, si tu veux. Bah, ok, vas-y, sur le ballon d'inertie. Sur le ballon d'inertie, alors, il y aura un dimensionnement. Le dimensionnement, il y a des règles de dimensionnement pour justement limiter les courts cycles. Cette règle de dimensionnement, elle va être faite à régime mini de la pompe à chaleur. Donc, alors, sur ce type de ballon, tac, 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 alors, où est-ce que j'en avais? Voilà, sur ce fameux ballon, il y aura un volume minimum de ballon à assurer pour éviter que la pompe à chaleur ne cycle, donc dimensionné sur le temps de fonctionnement et l'hystérésis de fonctionnement de la pompe à chaleur, donc un temps de fonctionnement minimum de 6 minutes, par exemple, plus un hystérésis à assurer donc à sa pémine, qui va permettre de déterminer le volume minimum de ce ballon d'inertie. Et puis après, bon, en maximum, bah, ça c'est aussi une question d'encombrement en chaufferie, mais plus on aura un volume d'inertie important, plus ça nous permettra d'avoir du tampon, d'avoir un découplage, et puis d'avoir du tampon pour assurer les besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Donc voilà pour un peu pour le dimensionnement du ballon d'inertie. Pour le ballon d'énergie, c'est Si tu peut-être peux plus nous en compliqué. montrer un, je vais illustrer ça avec un ballon d'énergie. Donc Ouais. voilà, celui-là par exemple, très bien. Euh, Là, on n'a pas de règle simple hein, pour dimensionner ce ballon d'énergie. On a dit qu'il fallait assurer une bonne stratification dans celui-ci. Bah, tout va dépendre, en fait, pas malheureusement, ça c'est du cas par cas. C'est en fonction de ce qu'on raccorde. À gauche de ce ballon, côté générateur, on raccorde une certaine pompe à chaleur. Donc cette pompe à chaleur, elle a un débit nominal. Donc c'est ce débit nominal qui va sortir en bas de ballon. Il y a aussi le débit nominal de la chaudière quand elle va travailler. Ça, c'est ce qui va sortir du ballon. Et ce qui va rentrer, ce sont les débits de chauffage. Donc, si on a deux réseaux de chauffage qui totalisent 5 mètres cubes heure, par exemple, c'est pas du tout la même chose que si les deux réseaux de chauffage totalisent 10 mètres cubes heure. Donc, il faut faire un bilan de ce qui rentre et ce qui sort et s'assurer d'une bonne stratification, en fait, dans tout ça. Donc, soit ça peut se faire via une STD si on arrive à bien simuler le comportement de ce ballon, soit on peut se rapprocher des fabricants de ce type de ballon qui, normalement, ont, fort de leur expérience, des logiciels de dimensionnement, mais j'ai malheureusement pas de règle simple, vous dire bah, c'est 5 litres par kilowatt par exemple qu'il faut installer. Ce serait beaucoup plus hein, que 5 litres par kilowatt d'après moi, parce que déjà on parlerait de kilowatt de quoi? Kilowatt de pack, kilowatt de chaudière, kilowatt des deux, cumulés, etc. Donc j'ai pas de ratio aussi simple que ça se dimensionne au cas par cas, mais les fabricants de ce type de ballon peuvent répondre à ce type de questions. Mais malheureusement, il faudra
les solliciter. Enfin, malheureusement, il faudra les solliciter. Non, sollicitez-les, profitez-en, quoi. C'est pour ça que je t'ai laissé la question la plus difficile Mm. là sur le volume de ce ballon. Oui. On arrive au bout. On arrive au bout de ce webinaire. J'espère qu'on vous aura convaincu sur l'intérêt de cette PAC hybride. Si c'est le cas en cette période de fin d'année et de fête de Noël, j'espère que vous demanderez au Père Noël euh, une PAC hybride, hein, Ah, on parce peut, que sous le sapin? on peut, oui, On on peut. peut. Ok. Ok. Voilà, de toute façon, on a vu qu'il y avait un certain nombre de questions qui avaient été posées sur le fil de discussion. Nous répondrons à l'ensemble de toutes ces questions. On vous remercie encore beaucoup d'avoir été présent à ce webinaire. Et puis, on espère vous revoir en 2025 sur de nouveaux sujets pour CGBAT. Voilà. Olivier. Et comme tu l'as dit, j'insiste aussi, on va répondre à l'ensemble des questions donc, qui ont été posées dans vous trouverez ça sur le lien de la page internet du replay donc de ce webinaire. Merci de nous avoir Merci écoutés. beaucoup. Et puis, Rendez-vous à un prochain webinaire. bonne fête de fin d'année. À bientôt. Au Merci. Au revoir. revoir.